Depuis toujours, l'être humain regarde le ciel en se posant des questions, en cherchant des schémas dans la danse des étoiles. Mais, et si ces grands schémas cosmiques n'étaient pas seulement au-dessus de nous, mais aussi en nous? Et si notre parcours, d'une certaine manière, était déjà un peu écrit là-haut? C'est ce voyage fascinant à la recherche d'un plan caché que l'on va faire ensemble. Tout commence avec cette phrase, un peu énigmatique, attribuée à la figure légendaire d'Hermès Trismégiste. Elle vient d'un texte ancien, la Table d'Émeraude, et c'est vraiment la clé de tout ce qu'on va explorer. Elle nous dit qu'il y a une connexion secrète, une sorte de miroir entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et avec cette image, tout s'éclaire. D'un côté, on a la vision ancienne du cosmos, l'univers, ce qu'on appelle le macrocosme. Et de l'autre, l'être humain, le microcosme. Le point essentiel, ce sont ces lignes qui les relient. Elles nous montrent que ces deux mondes ne sont pas séparés. L'un est le reflet de l'autre. Cette idée, comme en haut, ainsi en bas, ce n'est pas juste une jolie phrase, C'est un concept philosophique qui a traversé les siècles et les cultures et qui nous dit une chose simple, pour comprendre l'un, il faut regarder l'autre. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ces grands mots? Le macrocosme, c'est facile, c'est l'univers, le grand monde. Et le microcosme, c'est l'être humain, vu comme un petit monde, une sorte de réplique miniature. Des traditions très différentes, comme la pensée védique en Inde ou l'hermétisme en Occident, partent de ce même principe. L'esprit humain est influencé par les planètes et les étoiles parce qu'il en est une version réduite. D'accord, mais si le cosmos et nous, on est connectés, comment ça marche cette influence? Qui sont les messagers qui nous transmettent les informations de ce grand plan cosmique? Et c'est là que les planètes entrent en jeu. Pour les anciens, attention, ce n'étaient pas juste de gros cailloux qui flottaient dans le vide. Non. Elles étaient vues comme des forces bien vivantes, des entités puissantes et même des divinités. Pour les premières civilisations, la réponse était donc évidente. Ces forces planétaires, c'étaient des dieux. Chaque planète a donc reçu le nom d'une divinité créant une sorte de gouvernement céleste qui, pensait-on, dirigeait nos destins ici, sur Terre. Et le plus fou, c'est que cette croyance est tellement ancrée qu'on en voit la trace tous les jours, sans même s'en rendre compte. Il suffit de regarder les jours de la semaine. Mardi, c'est le jour de Mars. Mercredi, le jour de Mercure. Jeudi, celui de Jupiter. Le cosmos rythme nos semaines depuis des millénaires. Certains vieux grimoires, comme le fameux Picatrix, vont même beaucoup plus loin. Ils décrivent les 7 planètes qu'on pouvait voir à l'œil nu comme de véritables puissances, avec une âme et un esprit. Leur influence n'était pas que psychologique, elle s'étendait à tout, les métaux dans le sol, les animaux, les plantes. Elle régulait les lois de la nature elle-même. Ok, donc si les planètes sont les messagères, il leur fallait bien un langage pour communiquer. Et pour beaucoup de penseurs de ces traditions, ce langage secret, c'était celui des nombres. Cette citation de Dion Fortune l'illustre parfaitement. Chaque planète se voit attribuer non seulement une influence, mais aussi un chiffre et même une forme géométrique. Ici, on nous dit que Mars est lié au chiffre 5 et au pentagone. Du coup, les nombres ne sont plus de simples chiffres pour compter. Ils deviennent des symboles, de vraies clés de décodage pour comprendre l'influence de chaque planète. Mais comment on trouve le nombre essentiel d'une date, par exemple? Il y a une technique toute simple qui s'appelle la réduction numérique. Le principe, c'est d'additionner les chiffres d'un nombre jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un seul. Prenons l'année 1994. On fait 1 plus 9 plus 9 plus 4, ça donne 23. C'est pas un seul chiffre, donc on continue. 2 plus 3, ça donne 5. Voilà. Le nombre essentiel de 1994, c'est le 5, le nombre de Mars. Ce processus révèle ce qu'on appelle la vibration du nombre. Chaque chiffre de 1 à 9 a donc sa propre signification. Le 7, par exemple, on le retrouve partout dans le spirituel et le sacré. Les 7 jours de la semaine, les 7 chakras, les 7 notes de musique. Le 9, lui, il symbolise plutôt la fin de quelque chose, l'accomplissement d'un cycle, juste avant de revenir au début, au chiffre 1. On a donc un système complet, avec 9 énergies fondamentales. Chaque chiffre porte une vibration unique. Le 1, c'est le début, l'élan. Le 5, c'est l'amour et la liberté. Et le 9, c'est l'accomplissement. Chacun est vu comme une facette différente de l'existence. Bon, maintenant, on va assembler toutes les pièces du puzzle. On a les planètes comme force et on a les nombres comme langage. Avec ça, les anciens penseurs avaient tout ce qu'il fallait pour essayer de lire la grande carte cosmique de nos vies. Et si on reprend notre image du début, on peut la regarder avec un œil complètement nouveau. Ces lignes qui relient le cosmos à l'humain, elles ne sont plus abstraites. Elles représentent les forces des planètes, décodées par la vibration des nombres. Tout est tissé ensemble, dans un grand et unique dessin. Et c'est exactement ce que des disciplines comme l'astrologie védique ou la numérologie essaient de faire. Ce sont des outils, en fait, des applications pratiques de cette vision du monde.
En calculant où étaient les planètes à un moment précis et en trouvant le chiffre clé d'une date, elle cherche à interpréter ce fameux plan cosmique pour prévoir les grandes tendances d'une vie. Cette citation résume tout à la perfection. Derrière ce qui nous semble être du hasard, du chaos, ces traditions y voient un ordre caché, une structure, une sorte de symphonie dont on pourrait peut-être lire la partition. L'implication de tout ça, elle est assez vertigineuse quand on y pense. Si cette vision du monde est juste, alors notre existence n'est pas une simple suite d'accidents. On serait des participants à un rythme bien plus grand, une danse dont les pas sont guidés par les étoiles. Ce qui nous amène à une toute dernière question. Si on est vraiment un reflet du cosmos, un microcosme, alors est-ce que ce ne serait pas l'univers lui-même qui fait l'expérience de la vie, qui respire à travers chacun de nous? La question reste ouverte.